J'étais dans l'une aussi, beaucoup, très rêveur, très... Puis je travaillais mes chansons chez nous. J'étais dans l'une beaucoup. À un moment donné, je me suis rendu compte que personne allait faire à ma place ce que je voulais faire. Fait que j'ai fait une grosse tournée de, je pense que c'était 150 shows, je crois. Mm-hmm. Qui m'ont mis vraiment... Les derniers shows, c'était... Quand il arrive le moment de créer le deuxième, avec un succès monstre comme le premier, est-ce que ça te stresse? Pas en tout. Au contraire, je suis comme... Je me frotte les mains puis je me dis, vous avez rien vu encore, on va s'amuser encore plein. Mon stress, c'est est-ce que je suis encore pertinent? Est-ce que j'ai encore des... Y a-t-il une petite peur qui vient avec... J'ai toujours eu cette peur-là. Je vois-tu être... J'ai-tu de quoi, tu sais? J'ai-tu de quoi que les gens vont faire? Ah, c'est intéressant. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jerry Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité, c'est nul autre que l'auteur, compositeur, interprète, Daniel Bélanger. Fait que, ben oui, un gros merci à Daniel Bélanger d'être venu sur le podcast, nous parler de sa musique, de parler de la façon qu'il construit sa musique. Fait que bref, un gros merci de Daniel d'être venu nous parler de sa carrière, nous parler de ses succès qu'il a fait. Daniel Bélanger qui est un monument pour la culture québécoise. Fait que bref, un gros merci à Daniel d'être venu sur le podcast. Moi, juste avant que je vous laisse écouter ce podcast-là, j'aimerais dire encore une fois un gros merci à mes commanditaires qui sont procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Si vous voulez des bonnes cafetières, si vous voulez commencer le matin avec un bon café, ben pour ça, il vous faut une excellente machine à café. Et pour ça, vous devez vous choisir une Bellucci. Elles sont super belles, elles sont très bonnes et durables, très efficaces. Vous ne serez pas tout le temps en train d'aller faire réparer votre style de machine ou être passé votre temps à en racheter des nouvelles. Fait que bref, allez vous chercher une Bellucci et si vous le faites, faites-les avec la compagnie procafetière.ca. Ils sont situés à Varennes, une compagnie québécoise familiale. Vous pouvez aussi aller sur leur site internet procafetière.ca. Ils s'occupent de tout, même de vendre du café, les cafetières, réparation de machines à café. Fait que bref, un gros merci à mes commanditaires de cette semaine. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast aussi, j'aimerais vous dire que si vous voulez m'encourager, bien important, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique et ça coûte pas cher, c'est 3-4 piastres pour vous autres, c'est pas grand chose, puis pour moi, ça fait toute la différence. Ou sinon, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquez sur s'abonner, laissez un petit thumbs up, cliquez sur la cloche. Écrivez rêveur dans les commentaires si vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin puis que vous avez aimé ça. Parce que Daniel Bélanger, comme qu'il dit bien dans le podcast, il a été longtemps un rêveur puis je pense que ça ne l'a jamais vraiment tant quitté ça. Hein? Fait que bref, un grand merci à Daniel Bélanger d'être venu sur le podcast. Et juste avant aussi, juste vous rappeler que si vous voulez me voir en spectacle, mon show Jerry Alain Maturisé, il me reste que 2 dates. Il reste juste celle à Gatineau et un autre qui va venir éventuellement dans pas long sur mon site internet qui va être pour Montréal, qui ça va être La Captation. Puis sinon tout le monde, un gros merci de suivre, un gros merci à mes commanditaires. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. J'aimerais commencer en disant un gros merci à mes commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Aujourd'hui, très content de le recevoir sur le podcast. Il y a un des artistes les plus importants du paysage culturel québécois. J'ai nommé l'auteur, compositeur, interprète Daniel Bélanger. Un gros merci d'être sur le podcast. Merci de l'invitation, merci bien. Ça va bien? Ben oui, et toi? Ben oui. Merci beaucoup d'avoir accepté. J'ai l'impression que tu fais pas beaucoup de podcasts. Je pense que je t'ai vu dans 2. Oui, j'en ai fait 2, mais j'ai pas été invité si souvent à en faire, il me semble.
Mais j'aime toujours ça, faire ça. Ah ouais? C'est en dehors du circuit, j'aime ça. Ouais, parce que de qu'est-ce que je comprends, ça... Ben, on a beaucoup plus de temps, fait que tu peux élaborer bien plus sur des réponses au lieu de dire plugger ton album, essayer de faire 2-3 jokes, puis pour avoir l'air sympathique. Ouais, c'est plus c'est comme un coureur de fond puis un sprinter. Le podcast, c'est plus, t'es sur 10 km, tu peux développer des idées. Mm-hmm. Ben, tu peux développer des idées aussi quand t'es sur 100 mètres, mais faut que tu te grouilles. Ouais, c'est ça, faut que tu sprintes. Ouais, faut que tu sprintes. Fait que comment que ça a commencé, la musique, avec toi? Parce que ton premier album, tu l'as sorti quand même tard, tu l'as sorti à 30 ans. Ouais. Fait que comment que ça a pris autant de temps? Parce que je pense que tu avais un band aussi avant, dans tes débuts. Oui, j'avais un band, on chantait en français dans les années 80, ce qui était pas si évident que ça, parce que tout le monde, il y avait eu Men Without Hats qui était composé de francophones, mais en tout cas des gens qui parlaient de Montréalais, des vrais Montréalais, puis qui parlaient français, puis ils avaient tenté leur chance en anglais, puis ils ont eu un gros hit international. Fait que les francophones à côté, ils se sont dit, c'est possible de chanter en anglais aussi. Donc, on dirait que toute la communauté montréalaise et québécoise s'est mise à chanter en anglais. Ils ont délaissé un peu le francophone. Ouais, tu sais, c'est une question de survie, hein. C'est une question de si le marché s'en allait vers ça, c'était légitime de faire ça. Mais moi, comme mes racines étaient francophones, françaises, québécoises, c'était pas... l'idée pour moi, c'était de faire de la musique. C'était pas de pogner à tout prix, même si j'aurais aimé ça, que ça marche avant mes 30 ans avec mon premier album. Mais en même temps, je me suis développé en catimini, j'ai développé des trucs. Ce que les jeunes aujourd'hui ont moins la chance de faire, c'est-à-dire qu'ils se développent devant tout le monde, donc c'est pas toujours heureux. Mais moi, je me suis développé dans le confort de ma cachette, donc j'ai pu développer mon apprentissage. Ça veut dire, genre, en studio chez vous, genre? Oui, puis tu fais des shows devant 23 personnes. Du monde qui n'a aucune idée t'es qui. Oui, exactement. Puis comme le français était pas très sexy dans les années 80, on sortait d'un référendum que les indépendantistes avaient perdu. Donc, c'est comme si la culture francophone s'était fermée à gueule, elle avait comme honte maintenant de Ça vous a-tu fait mal aux artistes français? Moi, je peux pas dire que ça nous a fait mal. Je suis le fruit de ça, parce que pour attirer l'attention, avec mes chansons en français, il fallait que je sois intéressant. Puis que je parle de quelque chose d'autre que des niaiseries. Fait qu'à ma première phrase, ma deuxième phrase, il fallait que j'attire l'attention tout de suite. Que t'agrippes. Ouais. En tout cas, que ça crée un peu d'intérêt vite, parce que même moi aujourd'hui, quand je vais voir des shows, après la troisième chanson, si j'ai pas mordu, je m'en vais. Donc, puis le temps est précieux de tout le monde, fait que t'essayes d'honorer le temps que les gens te donnent. Moi, c'est comme ça que je voyais ça. Donc, j'ai essayé de développer mes textes puis ma musique pour que ça... Et en même temps, il y avait bien des choses à faire dans les années 80 parce que il se passait plus rien. On n'avait pas grand exemple. Moi, mes exemples dans les années 80, c'était plutôt les Français comme Charles-Élie Couture ou j'oublie Rita Mitsuko. Donc, ici au Québec, on était encore sous le choc des années 70. Donc, j'essayais de développer quelque chose en étant moi-même, tout simplement. Puis, est-ce que, mettons, l'idée d'un premier album se construisait dans ta tête peu à peu, ou tu faisais juste essayer du essai-erreur puis t'essayais de voir? Moi, le band On me ferait salade, on voulait faire un album, on démarchait pour en faire, mais les labels de disques, eux aussi se sont détournés de... Il me semble, avec la perspective que j'ai aujourd'hui, il me semble que les majors, ou il y avait juste des majors, il n'y avait pas beaucoup d'indépendants. Donc, les indépendants sont arrivés vers les années fin 80. Et comme mon frère, lui, travaillait dans le business aussi, puis qui s'était fait un label qui s'appelle Audiogramme, même si on démarchait ailleurs,
Je souhaitais quand même travailler un jour avec mon frère parce qu'on s'entendait bien artistiquement, mais lui voulait faire aussi sa vie avec son nouveau label. Et donc, c'est pour ça que ça a été un peu long avant qu'on travaille ensemble. Puis comment t'as fait pour pas te démotiver en 10 ans? Parce que c'est vital pour moi, c'est... ça a été dur, sérieux. Moi, j'avais des jobs, là, je travaillais en dehors de ça, fallait que je gagne ma vie. Bénéficiaire, préposé au bénéficiaire, j'ai fait autre chose aussi, laveur de vaisselle. Quand j'ai pas été préposé au bénéficiaire, je m'organisais pour avoir un job que j'allais pas garder, pour pas me détourner de la musique que je voulais faire. Je voulais pas me faire avaler dans autre chose. C'était ton plan A, là, la musique. Oh, oui, tout simplement, oui. Fait que tu disais qu'en 10 ans, ça a été difficile de rester quand même motivé. Ben oui, parce que là, tu vieillis, puis t'as 28 ans, puis t'es encore le gars qui veut faire de la musique, puis que... Ouais. Puis il y a les autres qui marchent autour aussi, tu sais, il y avait... Puis mes potes, mes potes avec qui je sortais le soir, eux autres, ils allaient à l'université, ils sortaient de l'université, ils se trouvaient des gros jobs, des bonnes jobs. Ils entamaient leur vie d'adulte. Oui, c'est ça. Fait que de là est venue l'idée de la chanson Opium, où il est question que ma bohème, elle commence à s'user pas mal. Ah, fait que c'est de même, c'est arrivé, ça. Ouais. OK. Puis, t'avais participé aussi à un concours qui était Rock en vol. Ouais, je m'étais retrouvé en finale avec Vendu mon char. Et, mon Dieu Seigneur, je m'en souviens plus de leur nom, mais... Donc, eux, ils ont gagné ex-aequo, et donc, moi, j'ai été le perdant de la soirée, de la grande finale. Mais c'est pas grave, c'était une expérience aussi. C'est quoi ton souvenir de ce concours-là? Parce que dans une entrevue, tu disais que tu trouvais ça désagréable, des concours. Ben, c'est très désagréable, des concours. C'est comme à l'école, un examen, c'est pas le fun. Donc, les concours, c'est des examens sur des examens. Tu t'en vas faire ton examen, puis là, t'es choisi, puis là, Ouais. Ou c'est comme faire des entrevues pour avoir un job. C'est pas la... si t'as à faire de la musique, il me semble que... En fait, tu t'en vas aiguiser tes nerfs. Non, ouais. à des concours, oui, je dirais. C'est quoi ça veut dire? C'est que ça... Ben, c'est stressant. C'est stressant. Puis c'était très compétitif aussi, la finale. Donc, aujourd'hui, j'en ris. Mais le soir même, c'était vraiment très, très intimidant. Puis Vendu mon char était un band assez subversif. Donc, c'était plutôt punk, mais punk plus marginal encore, je dirais, que punk. Et t'avais l'autre groupe aussi, eux étaient gentils. Il y avait Maxine Cocotte qui chantait là-dedans. Je sais plus qu'est-ce qui est devenu. D'ailleurs, je la salue si elle m'entend. Et c'était... Mais eux autres aussi devaient être intimidés. Fait que... Et il y avait aussi l'ambiance générale des années 80 en français, avec Rock en vol. C'était Radio-Canada qui organisait ça. Ça voulait, c'était chouette. Radio-Canada qui essayait de stimuler un peu le fait français à Montréal ou au Québec. Donc, mais j'ai pas fait de rencontres déterminantes. Il y a pas grand-chose qui a découlé de ça. Il y a pas grand-chose qui a découlé de ça, sauf une opinion bien nette des concours. Ah, OK. Puis comment que... Parce que je pense que c'est pas longtemps, par exemple, après le concours, que là, t'as commencé à travailler ton album, ou... Oui, là, on s'était séparés. Quand je suis allé à Rock en vol, c'était moi. C'est ça, t'étais en solo. Oui, j'étais en solo. Puis après ça, là, ça c'est en 86. Donc, de 86 à 92, ça a été vraiment la galère. Donc, 1001 emplois, 1001 doutes. Mais toujours, la flamme ne s'est pas éteinte. Puis je la suivais, même quand il ventait fort, je la voyais encore ben penchée. Y a-tu des moments où tu pensais peut-être arrêter, ou tu voulais pas, mais que... Ben, j'étais un peu... je voyais pas très loin, hein. Je voyais le lendemain, mais le surlendemain, c'était très, très, très loin. Je voyais aujourd'hui, demain, je le voyais, mais le surlendemain, pas trop. J'étais dans l'une aussi, beaucoup, très rêveur, puis je travaillais mes chansons chez nous. J'étais dans l'une beaucoup.
moment donné, je me suis rendu compte que personne allait faire à ma place ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, ben là, il faut que je passe à l'action. Je me suis vraiment pris les pieds dans une espèce de système, un engrenage de rêverie et de rêverie, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que le temps passait, puis là, je me suis mis à être plus actif. J'avais fait une demande au gouvernement du Québec pour une bourse que j'ai eue, d'ailleurs. Ça m'a permis d'arrêter de travailler un été puis de composer en partie le premier album, Les Insomniaques s'amusent. Ça, c'est en été 89. Puis là, tu avais de quoi entre les mains ou ça ressemblait-tu à oui, j'avais quand même j'avais comme La Folie en 4, il me semble que j'avais Opium, j'avais Sèche tes pleurs aussi. Et donc, là, Audiogramme souhaitait aussi travailler avec moi. Donc, pendant que je travaillais, je présentais mes chansons à mon frère Michel, qui commentait, puis ça a été le début de notre collaboration aussi artistique. Et on s'est rendu compte en tout cas, moi, je me suis rendu compte que j'aimais énormément travailler avec lui, puis qu'il y avait une sorte d'acuité, une intelligence, enfin, un sens de la chanson, puis comme de la chanson pop. Donc, ça a été le début de notre collaboration qui a duré jusqu'en 2007. C'était-tu un plus d'avoir un frère qui était dans la production? Parce que de la façon dont tu parles, ça a quand même pris vraiment du temps. Fait que, oui, mais c'est la confiance. Pas fait de passe-droit nécessairement. Non, et puis ni moi ni lui, on voulait être accusé de quoi que ce soit. Moi, de profiter de mon frère qui me fasse un passe-droit et tout ça. Donc, on se tenait droite. On travaillait fort pour qu'on arrive avec quelque chose de solide, puis que ça ait rien à voir avec le fait qu'on soit frères. Et à ce sujet-là, je me souviens, je répondais, mais c'est moi qui écris les chansons, tu sais, puis c'est lui qui fait c'est lui qui est le label, puis c'est pas moi qui est le label, je sais pas comment ça marche, moi. Fait que on était je pense qu'on a été on a établi rapidement le fait qu'on avait nos deux autonomies, puis qu'on pouvait travailler ensemble, puis sans qu'on soit collaborer, sans qu'on se fasse dire on se bat, vous autres des frères. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'en payais plus le prix que lui. Lui, c'était aux yeux de tous le patron d'un label de disques. Alors moi, j'imagine qu'il devait bien en avoir pour dire mais il aurait pu te prendre comme bien avant, puis oui, mais on n'avait pas confiance de tant que ça, puis j'avais pas tant les chansons que ça, puis j'avais pas la détermination tant que ça extérieure, je m'exprimais pas tant que ça sur mes grandes ambitions. J'ai jamais eu de grandes ambitions. J'ai eu des grandes ambitions pour des chansons, mais des grandes ambitions pour moi-même, pour le marketing, le marketing, tout ça, même si aujourd'hui je comprends ça à l'envers et à l'endroit. T'as comme pas le choix aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Fait que ça a été long pour ça aussi, parce que lui aussi, il avait son travail. Il était en train de développer son label avec d'autres artistes. Mais c'est bien, ça a été heureux. Y en a-tu qui t'ont accusé de ça? Ouvertement dans ma face, non. Non. Mais ça a bien dû être... ça a bien dû les achaler. Surtout les autres artistes chez Audiogramme ou je sais pas quoi. Fait que là, c'est ça, il arrive le premier album. Ouais. Puis est-ce que dans ta tête, tu savais que ça allait avoir cet effet-là? Non, et puis j'ai eu raison d'ailleurs, parce que l'album n'a pas fonctionné avant. Il est sorti en juin 92, puis c'est juste j'ai eu un succès d'estime que j'appelle avec les premières chansons. Opium est sorti en avril, je pense, de la même année. Là, on a senti une espèce de mouvement. Après ça, on a sorti en septembre, Quand le jour se lève. Toujours, on sentait qu'il se passait de quoi, mais les ventes suivaient pas. Et en mars, on a sorti Sèche tes pleurs, puis là, ça s'est mis à débloquer en malade, et je travaillais toujours au centre d'accueil. Et les rapports de vente, je pense qu'ils arrivaient le vendredi, puis mon frère m'appelait toujours le vendredi au travail pour me dire combien on avait vendu dans la semaine, puis on était toujours entre 5 et 10 000. On était
chaque semaine. Fait que là, ça a débloqué avec ça, je t'ai pleuré. Puis comment t'as pris ça au début? Comme j'avais 30 ans, j'ai pris ça avec le précieux que c'est. C'est-à-dire que c'est précieux, faut pas que je parte en peur, faut que je garde la tête froide, ce que j'ai fait. Je sais pas si à 21 ans, j'aurais gardé la tête froide, mais là, à 30 ans, j'étais calme et content. Franchement, ouais. Après ça, on a sorti La Folie en 4 en septembre, puis là, on a fait 100 000 copies avant Noël. OK. Puis c'est quoi partir en peur? Ça aurait été de... Partir, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça aurait été. Ça aurait été de pas penser au prochain album. Alors que quand le succès a commencé, je me disais, OK, là, il va y avoir un deuxième album, parce que le premier album, on passe sa vie à y penser. Puis là, le deuxième, je vais avoir je sais pas, je vais avoir 2 ans pour le composer. Voilà, mais comme aussi, c'était des chansons que j'avais depuis quelques années, pas toutes, mais il y en avait qui avaient 2-3 ans. J'avais hâte, moi, de passer à autre chose que des Insomniaques s'amusent. Pendant le succès des Insomniaques s'amusent, je pensais au deuxième album et que j'allais aller, en restant cohérent avec ce que je venais de faire avec les Insomniaques, de faire un peu autre chose avec 4 saisons dans le désordre. Mais c'était pas clair, mais j'avais l'intuition. Je sentais que j'allais pas répondre avec un Insomniaque s'amuse 2. Ça, je le savais. Parce que aussi les artistes que j'aime, c'est ça qu'ils font. Ce que j'aimais, c'est les artistes qui est même mon idole. Non, c'est pas mon idole ultime, mais Boris Vian, comme par exemple, il essayait plein de choses, puis il allait dans tous les sens, puis il réussissait bien aussi dans tous les sens. Fait que pour moi, c'est un exemple. Oui, il se faisait du fun. Il a fait du cinéma, c'est un romancier, c'était un musicien de jazz, c'est un ingénieur. Donc, moi, ça me plaisait, ça me plaît toujours. Donc, j'essaye de vivre ça, moi, je sais pas, d'explorer. Ben ouais. Puis moi, c'est ça a l'air pour le premier album aussi, ça a pris 3 ans environ, parce que... Ouais, de 89 à 92. Ouais, il fallait que tu te fasses confiance, tu voulais trouver ton son aussi. Ouais. Je savais, ce que je dis toujours, c'est que je savais ce que je voulais pas, mais je savais pas vraiment ce que je voulais. Ouais. Mais à chaque fois que j'entendais de quoi, non, ça, c'est pas ça que je veux. Finalement, on a travaillé avec 3 réalisateurs. On a commencé avec Sylvain Lefebvre au studio La Majeure. Le studio La Majeure qui appartient, entre autres, à mon ami, la pianiste, qui connaît un gros hit en ce moment, en tout cas. Alexandra Strelitzky? Oui, c'est ça, Alexandra. Et je suis retourné là pour répéter avec elle pour la disque. Ça faisait 30 ans que je n'étais pas allé dans le studio, donc c'était émouvant pour moi. Donc, avec Sylvain Lefebvre là, après ça, on a fait La Folie en 4, là. Après ça, je suis parti avec Paul Pagé, qui lui avait réalisé Laurence Jalbert, il avait réalisé le premier album de Jean Leloup. Fait que je suis allé le faire au studio Saint-Charles à Longueuil, un studio qui n'existe plus, à côté de l'église. Et après ça, on a travaillé, ça stagnait un peu. Mon frère rencontre Rick Howard et lui parle de mon cas, puis Rick il dit faites-moi écouter des choses, peut-être que je peux vous aider. Et finalement, j'ai terminé l'album avec Rick Howard. Donc ça s'est passé de 90 à 92. Puis c'est quoi, il a amené un son il a amené une modernité aussi. Ouais, il amenait pas que les autres n'étaient pas modernes, mais il y avait tout son bagage de guitariste et de ses idoles. David Lindley. Donc, il pouvait exprimer son talent de guitariste, ce qu'il a fait sur 3 albums. 2 albums, en fait. Ouais, il a travaillé sur 4 saisons dans le désordre aussi. Puis la chanson Sèche tes pleurs, c'est l'histoire, c'est-tu quelqu'un de proche de toi que tu t'es inspiré ou à l'époque, de quoi qui t'est arrivé que c'est toi, vraiment ma sœur. C'est la seule fois où j'ai dit que c'était ma sœur. Ma pauvre sœur s'est fait embêter pendant longtemps avec cette chanson-là. Aujourd'hui, je pense que c'est correct. Mais elle était un peu froissée, puis je la comprends. J'aurais jamais dû dire que c'était son sujet, mais c'est tout simplement ça. Vraiment. Ok, ça, c'est une histoire qu'elle avait vécue. Oui, mais tu sais, une chanson puis la réalité, c'est... Ben oui. C'est 2. Ben c'est ça, parce que toi, tu veux... si je fais juste la réalité, c'est... Ouais.
la réalité, c'est pas si le fun que ça. Mm-hmm. La preuve, j'essaie d'en sortir avec des chansons. Mais c'est comme un film inspiré d'une histoire vécue. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a peut-être la base qui est vraie, puis toi, tu rajoutes. Tu regardes des biopics, il n'a pas rencontré exactement la personne à cette place-là. C'est pour que ça fasse une bonne histoire, des fois, ils font les... Ouais. Fait que j'arrondis beaucoup, tout à fait. Puis elle s'est fait embêter à cause de ça. Ben, oui, parce que ça a été un méga hit. Donc, c'est ça. Cette chanson-là, ça a été aussitôt qu'elle a sorti, celle-là? Oui, ça a été assez rapide. Je pense que ça a pris... je sais pas c'était quoi rapide à l'époque, là, mais ça a été vite. Parce que, tu sais, moi, je suis né en 91. Fait que moi, dans ma tête, ce tune-là a tout le temps été un hit. A tout le temps été un hit, là, tu sais. Oui. Mais ça a été très, très rapide. Vraiment rapide. Mm-hmm. Puis là, après ça, tu fais ta première tournée. Oui. C'est une grosse tournée. Oui, 200 shows. Là, j'ai eu du sarcasme de quelques collègues musiciens. Je me souviens, j'avais fait une grosse photo de famille. Tous les artistes au Québec avaient fait une grosse photo pour Musique Plus. Puis j'étais en avant je nommerai pas le groupe, mais le groupe était derrière moi. Puis ils rigolaient sur le fun que j'allais avoir à faire Les Insomniaques s'amusent en live, parce que c'est très orchestré aussi, il y a bien du monde. Donc, ils se moquaient un peu de moi, puis moi, je savais exactement ce que j'allais faire. J'allais faire un trio, alors plutôt que d'essayer d'en mettre plein, je dis on va rapetisser, puis on va adapter les chansons. Ben oui. Fait que j'ai fait une grosse tournée je pense que c'était 150 shows, je crois. Mm-hmm. Qui m'ont mis vraiment... Les derniers shows, c'était... c'est ça, ça t'a épuisé. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est pas le... Ben, j'étais allé partout. Ça fait que j'étais toujours en tournée. C'était ma première grosse tournée que je vivais. Fait qu'à la fin, ça a dû finir en 94 à peu près. Ouais, 94. Un peu avant, ma fille est née en 94, octobre. Et j'ai pris un an après à rien faire. Ah ouais, j'étais pour avec respirer ma fille, un peu. puis ma blonde. Moi, oui, puis je me souviens, je m'étais rasé les cheveux. J'avais les cheveux longs, je m'étais rasé les cheveux. J'étais comme, on fait une coupure. Ouais. Mais en même temps, ça doit être difficile. Ça doit être des émotions qui sont tellement contradictoires parce que, tu sais, pendant 10 ans de temps, c'est ça que tu voulais, tu sais, avoir un album puis faire de la tournée. C'est ça que t'as voulu, ben tu l'as, mais... Ouais, puis là, tu l'as, puis tu l'as trop. Ouais, puis c'est pas aussi glamour que tu peux t'en faire comme idée, tu sais. Ah non? Ben non, parce que la vie continue, donc il peut arriver que tu fasses des émissions de TV, puis à la maison, ça va pas bien. Puis il faut que ça va pas bien avec les enfants, avec tu sais. Donc, tu dois toujours comme faire abstraction de ce qui se passe dans ta vie personnelle. Et puis de te composer parce qu'il faut être présentable aussi, c'est tout à fait normal. Mm-hmm. C'est la game. Oui, c'est ça. Mais ça, moi, je le savais pas, là, que quand tout va bien dans ta tête, tout va bien, là. Tu sais, quand tu vois ça, quand tu imagines le succès, tu imagines que tout baigne dans le succès à la maison, que t'as plus de panne, tu fais plus de flat avec ton char, tu fais pas un accrochage, tu comprends? Mm-hmm. C'est là que c'est pas aussi glamour, mais jamais je me suis plaint du succès parce que c'est formidable. C'est vraiment formidable. Ben oui, c'est ça qui te permet de vivre de ton art. Tu sais. Fait que le côté sombre du succès, faut en revenir aussi, puis c'est ça. Faut que tu rentres dans une sorte de maturité. Puis tu dis, c'est comme ça pour tout le monde aussi, quand ça va pas bien à la maison, puis qu'il faut que tu ailles faire un meeting avec tout le monde. Donc, tu relativises tout ça. Puis c'est quoi que t'aimais moins, mettons, de la tournée? C'était le déplacement? Les rhumes et les grippes et donc... Puis t'es en show. Est-ce que je vais être capable de chanter là? Mal dormi. Mais bon, j'étais toujours assez chanceux. Mais je pense que c'est l'épuisement, c'est la répétition.
La répétition. T'en as trop fait. Ouais, l'attente. Mais tu sais, c'est pas tant que ça. Là. Tu sais, tu regardes les humoristes, je pense qu'ils font 300 shows avant de faire une première à Montréal pour roder les shows. Alors que moi, c'est une affaire que je faisais avant, puis que là, je fais plus. Je rode plus un show. J'arrive, bang, on répète 3 jours. On s'en va comme cette fois-ci avec Mercure en mai, on a répété 4 jours, je pense. Ou 2 fois 4 jours, quand même. 2 fois 3 jours, 2 fois 4 jours. On est arrivé au Grand Théâtre de Québec. Pouf, on a cassé le show, là. Alors que d'habitude, tu vas faire peut-être 2 semaines ou, je sais pas, tu vas faire 5 ou 6 shows avant une première. Avant de présenter ton spectacle? Ouais, c'est ça. Puis moi, mais les tunes ne sont pas sorties avant, là. Non, l'album sort, tu bookes des shows, tu bookes une tournée. Tu bookes le rodage? C'est ça, je veux savoir comment habituellement, tu bookes le rodage. Tu sais, il y a des endroits où les gens rodent leur show. Il y a à Saint-Eustache, la petite église, où il y a au vieux clocher de Magog. Et dans ma vie, j'ai aimé ça de moins en moins faire ça. J'aimais la drive, j'aimais le feeling d'arriver dans une grande place ou à la première. Tu l'as pas fait avant. On le sait sur le spot. Ouais, je trouvais que c'était plus vrai? C'était plus vrai pour moi. Il y en a d'autres qui vont dire, ben moi c'est aussi vrai, même si je rode mon spectacle. Mais puis en même temps, les humoristes, s'ils font 200 shows avant de faire une première, c'est qu'ils se font des blagues à mesure. Moi, je le sais, au bout de 50 shows, moi j'ai des meilleures blagues qu'au premier show. Mais bon, je fais des chansons. Ouais, c'est ça. Ben c'est pas le même art, là, moi je dirais. Là. Ouais. OK. Fait que c'est ça, 200 spectacles, c'était surtout la répétition de tout le temps faire ça. Oui, puis c'est ça, l'attente aussi. T'arrives dans une ville, puis là, tu t'en vas à l'hôtel, là, t'attends le soundcheck, fait que t'attends. Aujourd'hui, j'aime ça. J'aime ça parce que ma vie aussi, c'est autre chose que... Quand j'étais plus jeune, j'ai plus d'expérience en tournée, fait que je sais comment ça marche. Je tourne avec ma femme aujourd'hui, donc depuis 2 ou 3 disques, on tourne ensemble. Fait que on fait de la route, on se sent... Elle t'accompagne là-dedans. Ouais. Ah, ça, c'est le fun. Très. Ah ouais, t'es plus toute seule. Non, c'est ça. Fait que c'est chouette. Mm-hmm. Je m'en passerai plus. T'as aussi fait le forum avec cet album-là? Oui, j'ai fait le forum. En fait, ce que j'ai fait... C'était quoi? C'est que avant que je parte en tournée, on reçoit un coup de fil. Je me souviens plus de qui. J'apprends que Céline Dion aime beaucoup mon premier album, puis elle voudrait m'inviter à faire la première partie au forum. Ah, OK. Donc, on a monté un trio, on l'a monté, on est allé faire un show, je pense, ou 2 shows. Et j'étais allé faire Et après ça c'était au mois d'avril 93. Sèche tes pleurs venait juste de sortir depuis un mois, là. Tu sais, ta question que tu me posais tantôt, si ça a été vite. Je pense que Sèche tes pleurs est sorti en mars, puis en avril, je faisais la première partie de Céline Dion en trio. Puis quand j'ai entamé Sèche tes pleurs, là, le forum, il a comme... des explosions. En tout cas, il a réagi fort, fait que... Ah ouais. Il catchait que c'était toi. Ouais, c'est ça. Et après ça, comme les Insomniaques, ça marchait fort, on a booké un show en trio avec j'appelle ça un persécutionniste. Un percussionniste. Et c'est ça, on a fait le forum. OK. Puis avez-vous réussi à le remplir? Oui, ah, c'était plein. Oui. Ah, c'était cool ça. Fait que puis Céline Dion était rendue où dans sa carrière quand t'as demandé de faire ça? Je pense pas que c'est la première tournée, je pense que c'est après. Je me souviens plus quel album. Et je me souviens quand je suis arrivé tout seul, j'avais une grosse acadienne tout rouillée. J'étais arrivé avec ma guitare pour le soundcheck, je park, j'arrive dans le forum. On m'indique que ma loge est dans la chambre des joueurs adverses. Donc, je me dirige, j'entre dans la chambre des joueurs adverses. Je suis tout, wow. Ah ouais, cool. C'est ça, dans le fond, c'est le avant le Centre Bell. Oui, le vieux forum. C'était là que ça jouait avant. Oui. Et là, j'entends un... Je dis, oui. Et là, c'est René Angélil qui dit, bonjour, Daniel, on est content que tu sois là. Céline est contente, viens, je vais te la présenter.
Et donc, je suis René Angélil, qui était vraiment l'homme le plus gentil du monde. Pour vrai, c'était... On avait une grosse différence d'âge. Je dis souvent que c'était comme ton oncle préféré. Donc, je suis mon oncle René dans le couloir. Et on s'en va dans la loge du Canadien où Céline est en train de se préparer. Il ouvre la porte tranquillement. Puis là, M. Angélil, il dit « Regarde, Céline, qui c'est qui est là? » Et là, Céline, moi, je la regarde. Elle est dans son miroir. Fait qu'elle regarde le reflet, puis elle me voit. Puis là, elle me dit « Allô, Daniel, je suis content que tu sois là. Bravo. » Je dis « Ah, merci beaucoup. » Et je sais vraiment pas quoi dire. Et je lui dis « Ah, c'est drôle. Je suis justement allé dîner chez Nichols. » Parce qu'elle avait les restaurants. Les restaurants chez Nichols. Et là, mon oncle René, il a vu que j'avais dit une niaiserie, puis là, il a fermé la porte en disant « Viens, Daniel, on va la laisser se préparer. » Ça a été mon premier contact avec Céline. As-tu écouté ta chanson avant ou Je le sais pas, je connais pas son chemin jusqu'à moi, mais c'est qu'elle avait aimé ce que je faisais. OK, puis te l'ont demandé. Ben c'est quand même cool parce que ça t'a ouvert la porte. Parce qu'elle était déjà tu sais, c'était pas son premier forum, mais je pense pas. Fait que ça m'a ouvert les portes. Puis c'était assez c'était inattendu pour moi faire la première partie de Céline Dion. Parce qu'elle n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il y avait l'avenir, mais il n'était pas tout sorti encore son avenir. Donc, c'était encore une Céline un peu provinciale, je dirais. Fait que moi, dans mes grands goûts musicaux, Céline, j'étais content qu'elle m'invite. Mais je savais pas où je m'en j'ai dit oui en me disant allons-y, il faut dire oui. Ben oui, c'est une belle opportunité. Ben oui, là. Oui. Même si t'es pas tant marketing comme tu me dis, t'es capable de le comprendre. À l'époque, oui, c'est ça. T'étais-tu stressé? Non, j'ai jamais eu de stress en show. J'ai jamais eu de trac. OK. Je suis chanceux. J'ai le trac à la télévision, mais pas en spectacle. OK. J'ai hâte. Ouais. Il reste 1 heure, puis j'ai hâte d'entrer sur scène. Ben c'est ça, tu dis l'attente, quand t'attends pour aller sur scène. Ouais. Alors qu'à la TV, faut que tu scores. Tu sais, t'as 3 minutes pour scorer. Okay, alors qu'en show, t'as 2 heures pour rétablir ton monde. Ah ouais, quand t'es invité à la TV, t'as le temps de ta chanson pour... Fait que quand tu dis la télé, c'est pas tant des performances, c'est même genre une entrevue ou quelque chose de même? Ou... Ouais, c'est pas T'es comme pas dans ton élément. Je suis pas chez moi. Ouais. Je suis pas chez moi. Plein de gens qui me rôdent alentour, qui me disent des fois bonjour. C'est plus comme ça, par exemple. C'est vraiment plus comme ça parce qu'à un moment donné, tu connais tout le monde. T'as rencontré tout le monde. Fait que t'arrives sur une TV. Donc, le climat ça m'intimidait beaucoup, beaucoup avant. Mais là, c'est pas le climat qui m'intimide. C'est quand on dit, OK, 3, 2, 1, on part. Puis... c'est en direct. Puis... Ouais, en direct, je suis déjà mieux. Mais quand c'est enregistré, j'ai plus le track. Ah ouais, ça devrait tellement être c'est le contraire. Mais c'est comme ça. Non, mais je me rattache au live parce que le live, j'ai l'impression de me contrôler. Mais alors que quand c'est enregistré, tu dis toujours, t'es-tu un petit peu plus sloppé quand tu chantes? Puis là, si je me trompe, je vais demander de recommencer, mais tu ne demandes jamais de recommencer. Tu ne veux pas retarder. Je préfère live. OK. Ouais, parce que ça s'apparente plus aussi à des spectacles. On en revient à ton premier album. Une fois qu'il est sorti, quand il arrive le moment de créer le deuxième, avec un succès monstre comme le premier, est-ce que ça te stresse? Pas en tout. Au contraire, je me frotte les mains puis je me dis, vous avez rien vu encore, on va s'amuser encore plein. Ouais, parce que toujours t'écoutes de la musique aussi, tu continues ta vie de fan de musique un peu partout. En tournée, t'écoutes de la musique, les musiciens te font découvrir des choses, toi tu fais découvrir, il y a un dynamisme ça vit, ça bouillonne. Fait que quand vient le temps de faire un album, mais là, j'étais gonflé à bloc, vraiment. T'as dit aussi que dans cet album-là, t'as tenté plein d'expériences. C'est comme si t'avais découvert
ta voix là-dedans. Tu t'amusais à découvrir ta voix. Oui, tout à fait. J'exploitais ma voix autant que je pouvais, puis j'avais une voix plutôt puissante, puis je pouvais la contrôler aussi en falsetto, puis j'ai un registre assez large. Donc j'en ai profité, j'essayais d'aller partout avec ma voix autant que c'était beau puis que c'était à mon goût. Mais c'était une exploration aussi, puis je travaillais avec Rick Howard que je connaissais mieux qu'au premier. Et Rick Howard, le premier album, il est un peu venu sauver les meubles, c'est-à-dire qu'il est venu faire un album cohérent avec le désordre qu'il y avait. Et là, le deuxième album, j'ai eu l'impression que c'était vraiment mon premier album et que là, j'avais Rick qui tentait de trouver exactement ce que je voulais faire, puis il y avait des musiciens formidables, Marc Lessard et Jean-François Lemieux. Marc à la batterie, Marc Lessard qui écrit de la musique pour le Cirque du Soleil aujourd'hui, puis Jean-François Lemieux, un bassiste qui est un réalisateur émérite. Donc on était tous les quatre, fait qu'on était comme un band aussi. Et je me souviens que j'étais arrivé avec toutes mes chansons, puis on est allé les répéter 2 semaines en salle de répète avant de rentrer en studio. On est allé aussi faire des shows de rodage, mais pour l'album, on est allé au Vieux Clocher de Magog, en annonçant ça comme c'est les chansons du prochain album. On est rentré en studio, on était au studio, on va dire, c'était sur Van Horn à Outremont. Je me souviens plus du nom, c'est terrible. Donc on a tout enregistré ça live, presque, tous les 4, tout le temps. Et c'était et chanté c'était l'ingénieur, c'était Rob Heaney qui nous a quittés il y a 2-3 ans. Et c'était un vrai plaisir de chanter pour quand venait le temps de faire les voix. Là, c'était moi, puis de l'autre bord de la vitre, c'était Rick Howard puis Rob Heaney, puis Rick Howard est un merveilleux si j'avais un chanteur ou une chanteuse puis qui me disait je veux faire mes voix, j'aimerais ça avoir des conseils, là, être dirigé, c'est un merveilleux directeur de chanteur, c'est-à-dire qu'il t'envoie beaucoup de bonne énergie quand il trouve ça bon. Et il tombe de sa chaise, quand c'est pas bon, il te détruit pas. Il est extraordinaire. Vraiment. Il était très bon pour toi. Ouais, en tout cas, principalement pour les voix, parce que moi, tout le long, évidemment, je participais, mais je participais pas autant qu'aujourd'hui, je participe, mais il y avait un plan de match, lui, avec 4 saisons dans le désordre. C'est un peu beaucoup, son album aussi, 4 saisons dans le désordre. Il faisait avec les chansons que j'avais, mais il l'a amené très électrique. Ouais, parce que c'est ça, le côté électrique, c'est de quoi qui t'a tout le temps tenté? Oui, mais ça fait partie de moi, mais comme ce que j'avais était plutôt folk, avec les Insomniaques s'amusent, on s'est pas ostiné, on n'a pas fait des chansons électriques avec Sèche tes pleurs, qu'on aurait pu faire, mais bon, c'était pas comme ça. Puis là, puis il y avait l'air du temps aussi, il y avait le grunge qui était arrivé depuis quelque temps, donc moi j'écoutais ça beaucoup, fait que c'est des beaux souvenirs tout ça. Tu dis aussi que Les Temps Fous, c'est une chanson que t'aimes beaucoup parce que elle prend le temps. Fait que il y a beaucoup d'audace dans cette chanson. Ben, à mon sens, là, avec 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 mes références à moi, oui, de façon intuitive, elle vient chercher toutes mes influences. Je pourrais pas te dire quelles influences en particulier et nettement, mais pour moi, c'était la synthèse de tout ce que j'écoutais à l'époque, puis l'espèce d'ambiance des premiers accords à l'électrique, puis quand ça part en malade, c'est assez curieux. C'est pas une chanson si pop que ça non plus, bien que le refrain, c'est un beau refrain, mais une chanson comme par exemple Les Deux Printemps qui est plus romantique, puis ça, je me suis toujours étonné que les rockers aiment ça, puis que les romantiques aiment ça aussi, tu comprends? Parce que c'est une chanson romantique avec un texte, le gars est aveuglément amoureux de la fille de qui il parle. Et c'est là
Et c'est une espèce de refrain musical aussi. C'est là que ça rallie tout le monde, je crois. Ben ouais, mais tu sais, il y a bien des artistes qui faisaient ça aussi, tu sais, pas exactement ce que tu viens de dire, mais qui mélangeaient des émotions ou le style, tu sais, comme les colocs. C'était tout le temps des chansons super tristes, mais jouées joyeuses. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est bon ce que t'sais. tu dis là, parce que souvent ici, une chanson, quand tu étais triste, il fallait que tu fasses une chanson triste. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors que, mettons, le blues, je sais pas, afro-américain, ils s'épanchent pas sur le problème, et c'était un gros problème, là, l'esclavage puis tout ça. Mais ils poussent, ils vont faire c'est des chansons rythmées quand même, puis ils vont exprimer de la tristesse. Alors qu'ici, de par nos origines aussi, la complainte, chanter une complainte a cappella, quand t'es triste, t'es lent. Ici, si tu fais, tu sais, si je tes pleurs, c'est une chanson. Non, ça c'est pas un bon exemple. Mais faut que ça soit un slow. T'es triste, faut que ça soit lent. Alors que sur Chic de Ville, qui est l'album un peu rock'n'roll, je faisais des chansons très rythmées, mais avec des histoires. Avec des histoires pas si joyeuses que ça. Mais moi, ça, j'aime ça le côté. Je trouve qu'il y a comme une espèce de pudeur là-dedans. T'es triste, mais tu souris. Tu comprends? Voilà. Ben, c'est cool, mais ça raconte une histoire d'une autre façon. Oui, puis ça crée une autre dynamique aussi. Ça veut dire autre chose aussi. Ouais. T'embêtes, tu sais, t'emmerdes pas. Il y a pas d'apitoiement. Ouais. Puis là, il arrive l'époque avec Rêver mieux. Ouais. Puis là, cet album-là, encore une fois, fracasse les records. Puis un album qui est vraiment beaucoup aimé. Puis là, c'est là que tu as vraiment mélangé l'électronique avec le folk. Oui, parce que le temps continue. Moi, les Insomniaques, pas les 4 saisons dans les désordres, il est sorti en 96. Puis Rêver mieux en 2001. Moi, je fais ma vie aussi. J'écoute de la musique. Je continue. Même si je suis en tournée avec 4 saisons dans le désordre, j'écoute de la musique. Mes goûts changent. Tu te fais influencer. Je me mets à écouter beaucoup de musique électronique. Puis, quoique moi, j'ai jamais été capable de faire de l'électronique pure, ben là, je pouvais... C'est pas moi qui ai inventé ça, mais une guitare acoustique avec un drum électronique, c'est vraiment très bon. Fait que, puis avec des sons analogues, ça le fait, ça marche ensemble, à mon sens, puis pas juste à mon sens, ben bon. Donc, j'avais entendu une chanson de Dépêche Mode, le premier album de... Ça, je pense qu'ils l'ont sorti en 99. Donc, c'est une guitare acoustique, mais avec des sons électroniques, puis ça m'avait complètement blasté. Et j'étais parti dans ce sens-là. Puis là, tu sais, ça a eu un gros succès, mais le pire, c'est que ça a sorti, c'est quoi, 5 semaines après le 11 septembre? Ouais, ça a sorti le 16 octobre. Ouais. Je pense que ça a eu un effet aussi. Je pense que les deux vont ensemble. C'est très insécurisant pour tout le monde. Puis cet album-là arrivait avec une espèce de chaleur et ouais, une douceur peut-être aussi, là, mais il y avait quelque chose de peut-être rassurant dans Rêver mieux. Ouais. Pour cet album-là aussi, il a fallu que tu prennes une pause pendant la création pour comme c'était intense. Un regard, c'était intense. Pas de recul. On a travaillé, j'ai l'impression qu'on a commencé comme... il est sorti en 2001. Ouais, je pense qu'on a commencé printemps 2000. Ouais, c'est ça, printemps, ou peut-être l'été 2000. On a travaillé fort. L'hiver a passé, on a pris nos vacances, on a pris un mois, genre. On a recommencé au printemps. Là, on a stagné au printemps. On n'arrivait plus à... Pourquoi vous en étiez sortir, je sais pas. Bloqué? J'étais avec Carl Bastien, le talentueux Carl Bastien. Et on rebondissait plus un sur l'autre. Ce qui sortait, ça me plaisait moins. Moi, ce que je faisais, ça l'inspirait pas. Et mon frère Michel Bélanger il est arrivé un après-midi. Il dit, pourquoi vous prenez pas l'été? Tu sais, on était au mois de début juin, je pense. Il a eu la grande idée de dire, regarde,
Prenez l'été. Et on a recommencé fin août, je pense, à travailler. Et il est sorti au mois d'octobre. Ouais, au mois d'octobre. Fait qu'on ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien, puis on a avancé, on a fait des pas de géants du mois d'août à octobre. Dans ce temps-là, je pense pas qu'il fallait que tu sortes, je pense pas qu'il fallait que tu sois prêt avec toutes tes bandes 6 semaines avant que tu donnes ça à un puis à l'autre. Fait que je pense qu'on est arrivé un mois à l'avance. Je pense qu'on a fait un gros mois. On a mixé, on a fini les chansons, ça a comme débloqué. Étiez-vous satisfait de l'album ou vous faisiez comme tabarnak? Mais on sentait qu'on tenait quelque chose, puis on voulait pas le gâcher à cause de la fatigue. On sentait qu'il était pas... on sentait qu'à terme, cet album-là, si on le faisait comme du monde, ça allait... On a de quoi d'un bel album. Ouais, c'est ça, on sentait qu'on tenait de quoi. Puis quand on s'est essoufflé, je pense qu'il y avait une espèce de panique aussi. Fait que c'est là que le break a fait du bien. Mais là, je parle d'un break. D'après moi, on a commencé. Je pense qu'on a pris un break au mois de mai. Pour arriver à temps pour le mois d'octobre. Je me souviens, quand on avait recommencé en octobre, j'avais la musique de Intouchable et Mortel. Mais j'avais pas les paroles encore. Puis j'avais une journée où je travaillais avec Carl. Puis il y avait de la poutine à faire avec de toutes les tracks, puis il y avait du ménage à faire dans les tracks, puis j'ai dit, ben écoute, je te laisse faire ça, moi je m'en vais en bicycle, puis je vais revenir demain. Et c'est là que j'ai eu le flash de parler d'une ride en vélo dans Intouchable et Immortel. Je suis revenu le lendemain, on l'avait. Puis là, à un moment donné, au mois de septembre, j'ai fait une run de voix. C'était un studio qui était sur la rue Notre-Dame dans Saint-Henri. Et je me souviens de la phase de Carl et de Michel quand j'ai commencé à chanter Intouchable et Immortel, parce que moi je chante j'avais juste la mélodie en yogourt, c'est-à-dire en anglais, français, tout décolliqué. Okay. Et là, je gardais le même phrasé, puis je mettais des paroles, puis je me souviens, je voyais leur face et c'était très, très stimulant, très, très... valorisant parce que je sentais qu'ils aimaient ça. OK. Fait que c'est quoi? T'avais la composition, mais t'avais comme ma tante j'avais la musique, on avait fait de la structure était finie, tout, puis là, il fallait que je mette les paroles. Puis tout inventé, genre n'importe quel phrasé pour... pour faire la mélodie, c'est toujours What a light in my pale. Et là, quand je suis parti, j'ai écrit là-dessus, puis je suis revenu, puis j'avais le texte. Ça t'arrive souvent de composer de même? Oui. Ça, c'est devenu ma façon de travailler. Mais c'est dur parce que je me suis rendu compte que je peux pas respecter exactement le phrasé que je fais. Ben non, parce que faut que tu comptes le nombre de syllabes. Puis oui, c'est ça. Ouais. Puis ça a des consonances anglophones aussi, ce qui fait que je peux pas suivre ça, moi, en français. Non. Mais je m'inspire de ça, puis après ça, je pogne le bar, je pogne mon bar avec tout mon bagage de francophone, puis là, je fais abstraction du yaourt, puis là, je pogne le bar. C'est ça, fait que tu fredonnes de quoi dans ta tête, dans le fond. Oui, tu là, fais la mélodie. Dans la tête. Ouais. Là, tu je l'enregistre aussi. Qu'est-ce que tu as dans la tête, faire la musique. Je pars de ça, puis là, j'arrive avec autre chose. Puis là, tu gardes je garde l'idée générale. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, tu y rajoutes les paroles après. Ouais. OK. Puis pour Rêver mieux, c'est ça, cette histoire-là, c'est quoi qui est en arrière de... La chanson Rêver mieux, il y avait Ève Salvaille, c'est un mannequin international, une fille de Rimouski, tu sais, le crâne rasé, elle avait un serpent, je pense, tatoué sur la tête. OK. Elle a travaillé à Los Angeles. Puis elle faisait un album, puis elle disait qu'elle avait un album, elle voulait une de mes chansons. Elle aimait ce que je faisais, je crois. Et j'étais allé la rencontrer au Théâtre du Nouveau Monde. Il y avait au restaurant du Théâtre du Nouveau Monde. Fait que je jase, puis on a jasé, mais avant qu'elle arrive, moi j'arrive en premier, puis je vois une vieille Volvo vraiment finie, tout croche. Je la vois se stationner, mais je sais pas que c'est Ève. Ève, elle sort de la voiture, puis je dis, ah bon, ok. Et là, on jase, on apprend à se connaître un peu. Surtout, moi, j'observe et j'écoute tout ce qu'elle pourrait me dire qui pourrait faire une chanson. On part de notre bar tous les deux et j'écris Rêver mieux.
dont cette phrase je vais dans maintenant je dis je vais dans une vieille auto, mais à l'époque c'était je vais dans une vieille Volvo. Et je lui ai présenté ça, elle a beaucoup aimé ça, puis j'ai plus de nouvelles du tout. Et j'essayais de la rejoindre, j'avais pas de nouvelles. Et je me dis, ben je vais la faire. C'était dans les premières chansons de Rêver mieux. Alors je l'ai faite pour moi. Puis le reste est historique. Fait que c'est quoi, tu t'en allais en date avec, c'est ça? Non, je la rencontrais quand t'écris une chanson. Quand quelqu'un te demande une chanson, la moindre des choses, c'est d'aller la rencontrer, jaser, tout ça. OK, elle voulait une chanson pour elle. Elle voulait une chanson pour elle. Ah, oui. Oui, elle cherchait des chansons. Elle avait déjà des chansons de Bryan Adams, je pense. Là, moi, j'étais un peu... quoi? Et... elle voulait chanter. Fait que... Finalement, j'ai plus de nouvelles d'elle jusqu'à... il y a peut-être un an, elle a sorti sa biographie. Elle a écrit sa biographie, puis elle faisait amende honorable dans ce qui m'a bien touché. Elle disait, j'ai pas été fine. Enfin, bref, mais bon, rien parce qu'elle te ghosté, genre. Ouais, mais rien de grave. Moi, de toute façon, ça a pas tourné contre moi, le fait qu'elle ait pas de... Non, au contraire, ça t'a fait une toune. Comme Les Deux Printemps était une chanson pour... Isabelle Boulay aussi. OK, que t'as gardé qu'elle n'a pas pris pour des raisons mystérieuses et éditoriales. Je pense qu'il s'était pas arrivé. Mon éditeur et son gérant, c'était pas entendu. Fait que j'avais récupéré. Mais ça, ce que j'aime bien, c'est que t'écris pour une fille, puis là, tu pognes le texte, puis là, ça fait une drôle de perspective. Ça, j'aime ça. Tu l'adaptes-tu à toi? Je l'adapte pas. Ça fait comme le gars, tu sais, t'écris avec t'écris avec des espèces de clichés, là, tu t'imagines une fille chanter tes yeux sont de printemps, tu sais, c'est bien romantique, mais là, tu mets ça dans la bouche d'un gars, ça pogne une autre perspective qui est intéressante, en tout cas à mes yeux. Parce qu'on dirait cette chanson-là, c'est comme t'es en date avec une fille, pis elle veut pas de toi. Ou Rêver mieux. Ouais, c'est ça, qu'elle profite de toi, ou que... Fait que moi, tu parlais, j'étais comme... Parce que je la voyais... en date avec. Non, j'étais pas en date, oui, je comprends. Ouais. Et mais je pense que ça venait carrément de son comportement avec le serveur, je la sentais très... je fais ce que je veux, puis tu sais... Laissez-moi patience. Ah, OK. Ouais, elle était très autonome comme ça. Elle arrivait avec des phrases assez punchées. Tout le monde dit que c'est dur de trouver un appartement à New York. C'est super facile. Tu sais, un peu hautaine? Non, pas hautaine. Très bombe, très intéressante pour une chanson, en tout cas. Okay. Très inspirante. OK. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle comment que tu composes. Parce que tu as dit dans un article que comment tu composes, souvent, c'est la première phrase qui donne le ton. Ben oui, souvent, si j'écoute toutes mes chansons, souvent, l'histoire est soit dans la première phrase ou la deuxième. Tu sais, c'est pas mal au début. Après ça, c'est du développement. Ta bulle, puis tu te laisses aller là-dedans. Mettons, je sais pas... Sache tes pleurs, j'ai jamais vu une fille... j'ai jamais vu une fille pleurer autant pour un garçon. Le reste, je développe. C'est ça. Ses yeux sont de printemps. Le reste, je développe. Donc, on dirait que c'est comme c'est des vieux tics de l'époque où je te parlais, où il fallait que j'attire l'attention dès les premières phrases. Puis je pense que ça m'est resté. OK. Puis la composition, tu sais, la mélodie, ça vient-tu après, avant? Est-ce que... Ben, ça vient pendant la musique. Puis là, après ça, je mets les paroles. Mais il est arrivé très rarement que je fasse les deux en même temps. La Folie en 4, c'était simultanément. Sèche tes pleurs, c'était simultanément. Alors que, mettons, une chanson comme Le Crocodile, Le Bonheur, sur Les Insomniaques s'amusent, il y a 9 mois entre les premiers accords puis les premières paroles. Ouais, fait que ça a été long. Mais je suis pas très conscient de ce que je fais quand je le fais. Un jour, on m'a demandé, est-ce que je peux-tu juste me mettre à côté de toi pendant que tu travailles, puis j'ai jamais été hâte de dire oui.
ça m'intimidait d'avoir quelqu'un à côté de moi. Comme si j'allais me rendre compte de ce que je fais quand je le fais. C'est comme s'il y a quelqu'un qui te juge pendant que tu travailles. Ouais, on dirait que là, tu perds ton... en fait, c'est carrément dans mon intimité. Je me souviens, Pierre Lapointe, il voulait qu'on compose une chanson ensemble, en même temps, les deux dans la même pièce. Je suis pas capable. Moi, je travaille toujours tout seul. Fait qu'il m'a envoyé un texte. J'ai fait la musique très rapidement. Faut vraiment que tu sois dans ta bulle. En même temps. Oui. Moi, c'est vraiment grande intimité. Il n'y a pas... Sinon, je suis dérangé. Ah ouais, ça me faisait ça au début avec ma blonde. Tu sais, quand j'écrivais des jokes, tu sais, ça me faisait un peu ça avec ma copine. Mais j'ai fallu juste ton épaule, puis elle regardait. Non, tu étais là. Moi, je suis en train de. Puis là, parce que moi, c'était à voix haute. Je fais ça. Je prends bien de la place. Ah oui, OK. Fait que t'es habitué de faire ça tout seul, quoi? Ben, j'ai été 11 ans toute seule. Fait que tu parlais dans une pièce. Puis là, finalement. Ben, elle m'écoute, là. Là, c'est dans le fond, c'est comme si... C'est un premier rodage. Ouais, puis je sais qu'elle me juge pas. Ouais. Puis je le vois avec son intention. Puis des fois, avec... Elle me donne des petites critiques, mais en me connaissant moi, fait que ouais, c'est pas pour ça m'aide un petit peu. C'est ta Yoko. Ouais. C'est ta Yoko, non. Ben, savoir comment qu'elle a aidé cette femme-là, là, je non, mais c'est vrai, moi aussi, ma blonde, ça fait 34 ans qu'on est ensemble, donc ce qu'elle me dit, c'est ça sera jamais aussi... quelqu'un d'autre me dira jamais quelque chose d'aussi juste que ce qu'elle me dit, mais en même temps, il y a un temps pour tout prendre ça, puis après ça, faire ta vie, puis si ça y plaît pas, ou, moi, tu peux pas faire non plus ta vie par rapport à ce que ta blonde va penser de ce que tu fais. Mais t'aimerais ça, qu'elle aime ça aussi. Mais oui. Le temps, c'est souvent un sujet qui revient, dans tes chansons. Est-ce que c'est une coïncidence ou c'est un sujet qui parle beaucoup? Ben, le temps, si on parle du temps, on doit parler de la fin de son propre temps. Fait que j'ai l'impression que il y a des sujets sur lesquels moi, en tout cas, je peux écrire comme le temps, la solitude. Je remarque que mes thèmes, c'est souvent moi face à la société, les exigences de la société, puis le temps, ben, il est toujours là-dedans parce qu'il faut que... il y a toujours une espèce de pression sociale d'aller chercher un statut dans la collectivité. Donc, il y en a qui, leur statut, ils s'achètent un char pour avoir un statut. Dans l'échelle sociale. Dans l'échelle sociale. Et ça me touche beaucoup, ça. Voir ça, moi, en être... on être victime, là, mais j'ai connu ça, là, mais tu sais, avant de faire un album à 30 ans, là, je n'avais de la pression. Ben là, peut-être à trouver une job, mais ça marche pas, tu vois bien que ça marche pas. Et donc, il faut que tu te battes contre tous ces démons-là qui te parlent, tes propres démons, puis les gens qui se disent, ben là, il faudrait que tu trouves, tu vas avoir ton loyer, tu sais, clenche, là, fait que ça, je trouve ça inspirant. Je trouve ça très inspirant. Ah ben c'est cool, ça me fait penser aussi à la chanson Sortez-moi de moi, tu sais, qui parle un peu du nombrilisme. Oui. Ça, c'était-tu un reflet de la société ou de toi-même? Ben, je pense c'est que ce que j'aime bien faire, c'est je suis pas unique à faire ça, là, t'as une observation, tu trouves que on est nombriliste, ben là t'inventes un personnage. Tu sais, moi mes chansons, je parle pas de moi, mais je me sers de moi pour, je me sers de ma voix puis de ce que je suis pour exprimer une idée, mais comme point de repère aussi. Ouais, puis si c'est pas ça, je sais pas ce que ça va être là, aux yeux des autres quand tu es en spectacle. Fait que quand je parle de moi, il n'est pas nécessairement question de moi, mais c'est plus souvent qu'autrement des rôles de composition. Mais comme c'est moi qui le fais, c'est moi qui le chante, c'est moi qui l'écris, c'est moi qui le compose, il y a une confusion. Là, des fois, je me dis, donc je me retrouve dans des chansons, je me dis, c'est chouette, oui, ça, je me sens de même en ce moment. Mais quand je l'écris, j'ai pas l'impression de parler directement de moi.
Mais c'était une critique de la société? C'est rare, je fais la critique claire, j'en fais pas. Je mets juste une personne en situation où il se retrouve, il est plus capable de ne penser qu'à lui. Puis il observe ce qui se passe alentour, mais il est pas capable de sortir de ça. Il est plein de lui-même, il est pas capable de... Fait qu'il demande au monde, sortez-moi de moi, parce que je suis pas capable de le faire tout seul. Amenez-moi à quelque part où je vais penser aux autres, où je vais. Là, vient le temps, je vais te parler de ton 10e album, Mercure en mai. Oui. Là, il vient de sortir, fait Mais c'est un vieux 2 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais 10e album que t'enregistres, où c'est que tu trouves l'inspiration rendu là? L'instrumentation, je suis meilleur musicien qu'avant, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 10 albums, je veux dire. Il y a un nouveau gadget qui sort, je peux faire une chanson avec ça. C'est aussi bête que ça, hein. Ça va t'inspirer, genre. Tu sais, comme un écrivain, je sais pas, il découvre une nouvelle plume, puis il va écrire ça avec cette plume-là. C'est très superficiel, au fond. Mais tout outil est bon. Comme un peintre, il va pogner une roche qui s'écale, il va le mettre dans sa toile. Pour moi, tout est bon pour composer une chanson. Donc, c'est tant que je vais avoir le goût d'en faire des chansons, je pense que ça va aller parce qu'il y a tellement d'outils partout et c'est tellement plus facile que c'était de faire un album. Toi, tu peux faire une émission de radio chez toi, c'est pareil, on fait des albums chez soi, la technologie est meilleure. Je compare ça à du vin, tu sais, la piquette, il y a 50 ans, du vin de dépanneur, il y a 50 ans, il était vraiment méchant. Mais la piquette, aujourd'hui, elle doit bien être meilleure qu'il y a 50 ans, tu comprends? Même la piquette s'est améliorée. Fait que c'est un peu comme ça. C'est pour ça que je suis pas très non plus... un peu inculte là-dessus sur les guitares qui ont une histoire. Là, c'est une 56. Mais moi, la 56, la guitare, là, moi, l'accrocher, elle va tomber, puis ça me fera pas tant de peine que ça. J'ai pas tant le respect des choses, mais je raffole de composer une chanson sur une guitare cheap pour enfants. Ça me challenge. Ah ouais? J'adore ça. Ouais. Espèce de rafistolage, ça, j'aime ça. Ou autant du nouvel outil oui, que tu vas tout à fait. Tu vas t'inspirer de ça pour jouer avec. Oui, une guitare désaccordée, s'il y a une façon de le faire, ça va... Puis il y a toujours l'intention aussi, le feeling, tu sais, ton delivery, tu sais de quoi je parle. Ouais. C'est des fois une joke que tu vas dire à cause de ton delivery va vraiment être extraordinaire, mais si quelqu'un d'autre l'a fait, son delivery n'est pas le même, tu écoutes la joke. Fait que c'est toujours ça là, avec les instruments de musique aussi. Si tu fais une erreur des fois, tu vas préférer garder une erreur parce que c'est charmant. Puis ça le fait. Ouais. Ça ramène le côté humain. Puis ça met de la... T'as mis le doigt dessus, ça amène une humanité là-dedans. Ouais. Puis est-ce que t'as encore de quoi à dire, tu sais, quand vient ce temps-là? Ben là, je vieillis, j'ai 62 ans. C'est pas vrai que je vais parler des enjeux d'un homme de 62. J'ai de la misère, ça. Le temps qui me reste, c'est pas des choses que j'essaie de rester... j'essaie de pas être embêtant avec des textes de gars de 62. Et des fois, j'écoute des textes de gars de 62. Ça m'ennuie, tu comprends? Fait que je sais pas si j'y arrive, je sais pas si j'y suis arrivé, mais et puis aussi, je me suis embourgeoisé, j'ai plus 30 ans, fait que là, je vais pas parler quand même combien j'aime dormir dans mon jardin avec un bon livre. Avec du bon vin. Avec du bon vin. Maintenant, je me saoule plus à la piquette. Je suis plus comme vous, pauvre peuple. Ouais.
Mais sauf que ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'aime la rue. Fait que je fais beaucoup de vélo, puis je flâne. Fait que j'ai l'impression que ça me garde un petit côté ça, je me force pas, ça me vient, puis donc je suis ouvert à tout ce qui pourrait arriver. Fait que pour répondre à ta question, c'est de plus en plus et il y a aussi que j'ai de plus en plus dit tout ce que j'ai eu à dire. Ce qui fait et comme la musique, pour moi, c'est plus facile pour moi que d'écrire. C'est là que quand je fais un album instrumental, je peux tout exprimer, plein de choses floues, puis avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Mais là, c'est le chanteur qui pogne le bar et c'est le compositeur qui prend le devant de la scène. Mais ça me fait du bien. Ça purge. Il y a bien des chansons et c'est ce qui est arrivé avec Traveling. J'ai regardé ce que j'avais dans mon studio, puis j'ai dit, OK, je fais un album avec ce que j'ai. Donc, j'avais des flûtes à coulisses, j'avais des trucs en plastique, j'avais toutes sortes d'affaires, des gazous, puis j'ai commencé comme ça. Et je pense que là, l'expression était là-dessus. Et j'avais plus à me casser la tête sur des textes où là, les textes... t'as l'Académie française qui fait l'arbitre, puis faut que t'écrives dans les règles de l'art, puis c'est très dur pour moi écrire. Et puis ça paraît aussi sur ça, j'ai des erreurs dans des chansons, mais ça c'est correct. Dans le sens où c'est comme ça d'un fou? Non, je me fais jamais reprocher ça, mais... J'ai vu un article qui disait que dans ton titre, il y avait une erreur, puis j'étais comme... une erreur de frappe? Ouais. Ouais, tricycle. Ouais. Bon, c'est encore lisse. Mais ça, c'est pas moi, ça, c'est un truc de graphisme et de... OK. Ouais. Je suis comme, man, on s'en fout. Moi, mon titre s'appelle Maturisé, tu sais, parce qu'il y a une faute dedans. Mais c'est voulu. Oui, c'est ça. Faut dire que j'ai pris de la sagesse, mais je reste le même calme. Oui. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ouais, c'est bon, le miroir dans le miroir. Ouais. J'avais une bonne question, puis... oui, c'est ça. Tu sais, après que tu aies fait comme plusieurs albums à succès, tu sais, quand t'es rendu au 10e, est-ce qu'il y a une pression qui vient non, là, il est plus supposé d'en avoir de pression. Ouais. Moi, mes albums coûtent pas cher. J'ai pas de... C'est moi qui produis, fait que je produis dans mon studio. Mes dépenses, c'est des dépenses de musiciens puis de studio ailleurs, parce que j'enregistre pas la batterie chez moi ou la bass. Bien que je l'écrive, c'est pas moi qui... Tu sais, on va faire ça dans un studio. Fait que c'est plus des fortunes. Comme c'est ma petite entreprise, je suis mon propre éditeur, je suis mon producteur de disques, je suis mon producteur de show. Donc j'ai plus de revenus qui vont venir avaler c'est ça, qui vont avaler toutes les dépenses. Fait que j'ai pas de stress là-dessus. Mon stress, c'est est-ce que je suis encore pertinent? Est-ce que j'ai encore des y a-tu une petite peur qui vient avec... Tu veux pas te faire oublier, j'ai toujours eu cette peur-là. Je vois-tu être... J'ai-tu de quoi, tu sais? J'ai-tu de quoi que les gens vont faire? Ah, c'est intéressant. Mais ça vient avec l'idée que... Tu sais, il y en a bien des tu sais, je sais pas, il y a des artistes en art visuel ou même la musique, des musiciens, ils s'en foutent d'être aimés ou pas, ou de vendre ou pas. Mais moi, ça me tente pas c'est pas quelque chose qui m'amuse. J'aime ça avoir une conversation. Si je fais une chanson, je veux savoir si on l'aime ou pas. Mm-hmm. Et ça, c'est les espèces de paramètres de la pop. J'aime la pop. Donc la pop, faut que ça réagisse. Si ça réagit pas, on passe au suivant. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Tu veux pas faire un album pour faire un album. Pas tant, non. Tu veux quand même qu'il y ait une réponse de ça. Oui, j'aime ça. J'ose avec le monde, moi. Puis il y a un temps pour chaque chose. Quand je fais des choses, j'oublie le public, j'oublie ceux qui aiment mon travail. J'y vais. Mais il arrive un moment où
je recommence à penser à un, je recommence à penser à l'autre. J'ai toujours travaillé avec les radios qui, tu sais, je me souviens, il y a très longtemps, on me demande des édits de chansons. Ça arrive moins, c'est arrivé moins dernièrement, mais ça me dérangeait pas de faire ça parce que ma chanson était faite, puis que si c'est moi qui allais faire l'édit, j'allais être créatif encore. J'allais faire quelque chose qui allait être créatif, et c'est une espèce de remix. Fait que j'ai jamais eu j'ai jamais eu ce scrupule-là. Vous toucherez pas à mes chansons. Ça a été fait comme ça, c'est fait pour ça. Sauf une fois, la dernière fois, j'ai une chanson où, ben justement, j'entends tout ce qui joue dans ta tête. Le refrain, il arrive à la fin. C'est construit comme ça, c'est voulu comme ça. Et là, on m'a déjà demandé un edit, mais c'était pas de la radio, de mettre le refrain plus vite, puis de mettre des refrains. Puis là, je dis, ben là, c'est le concept de la chanson. Le concept de la chanson, c'est le refrain, il est juste à la fin. Tu toucheras pas à ma chanson! Tu toucheras pas à ma chanson! Mais là, c'était too much. Mais c'était même pas les radios. Là. C'était des non, mais ça change le concept de la toune aussi. Ben là, c'est ça, là. Elle est bonne ta chanson, mais tu pourrais en faire une valse. Non. Moi, ça serait non. Je sais même pas c'est quoi une valse. Papa, papa. OK. Puis, ouais, comment que... T'as-tu déjà voulu avoir une carrière à l'étranger? C'est toi que t'as déjà tenté? Avec les Insomniaques puis 4 ans dans le désordre, j'allais faire je faisais des apparitions en Europe, en France. J'avais tellement pas de fun que... Puis ce qu'on me booké, j'étais plus passif aussi là-bas. Je prenais ce qu'ils me donnaient, ce qui était booké. J'étais chez EMI pour le 2e album. Ils bookaient des affaires. J'ai déjà fait du lip-sync à la radio. J'ai déjà fait... en Belgique, j'ai fait La Roue de la Fortune. J'étais l'artiste invité à chanter. J'ai des affaires que... Je faisais des affaires là-bas qu'ici, je faisais pas. Puis que t'avais aucun plaisir à faire. Ben, j'avais pas de plaisir. Puis comme la France, je l'ai connue en tant que vacancier. À chaque fois que je vais en France, j'ai l'impression de me faire voler. OK. Du temps libre. OK. C'est aussi bête que ça. C'est aussi superficiel que ça. Donc, je me souviens, j'étais allé à chaque fois que, OK, il faudrait aller là. Ouais, mais là, je vais avoir le temps d'aller à Montmartre avant que... Ben non, je cherchais toujours à avoir des temps libres. Je n'étais pas très mature. Ouais, sinon, tu voulais profiter, dans le fond, de ton voyage là-bas. Ben oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des fois, ces dernières années, on m'invite à... Ben, ça faisait chier d'aller en studio. Puis il y avait pas tant de réponses. Moi, j'ai connu une réponse rapide ici, dans le sens à partir du moment où j'ai fait un album. Moi, je suis vraiment l'enfant d'un hit radio. Alors là-bas, faire ce que Pierre Lapointe fait sans la radio, lui, ça fait 15 ans qu'il y va, puis qu'il travaille son marché, puis que... mais moi, c'est pas un truc qui me... C'est pas un truc... Comme je gagnais bien ma vie ici, que je m'exprimais bien ici, puis que tout allait bien ici, j'ai l'habitude de dire que j'ai plus de talent que d'ambition. Là, en ce moment, tu vas être en spectacle au MTLUS. Oui. Le 5, 6, 7 septembre. Oui. Qui s'en vient. Oui. Ça, t'as-tu hâte? Toujours hâte de faire le MTLUS. Toujours hâte? T'as-tu déjà fait le MTLUS? Non. Non, c'est fou. Qui est l'ancien Métropolis, là. Ouais, c'est explosif. Il y en a beaucoup qui s'ennuient du Spectrum. Moi, je m'ennuie pas du Spectrum. Je préfère le MTLUS que le Spectrum. C'était le fun, le Spectrum, mais pas autant que tout le monde semble le penser. Moi, au MTLUS, je m'éclate totalement. La salle est plus belle au MTLUS. C'est comme vintage. Tu te sens au début du 20e siècle. Alors que le MTLUS, c'est une salle bien... tu l'as connu, le Spectrum? Non, c'est ça, moi, je suis trop jeune. Tu es trop petit. Le MTLUS, le Spectrum, c'était des rideaux chaque bar. Il n'y avait pas vraiment de décor. C'était pas... Il n'y avait pas une... En tout cas, j'ai vu bien des shows, là. J'ai fait une résidence au Spectrum 3 semaines de 5 jours d'affilée avec 4 saisons dans le désordre. Mais je garde aucun souvenir nostalgique du Spectrum. Mais le MTLUS, je capote, je raffole de ça parce que, je sais pas, il y a une folie à chaque fois que je joue là, puis que
C'est la folie furieuse. C'est quoi tu préfères entre les shows sur scène ou enregistrés en studio? Aïe, 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 aïe. Ben, il y a c'est des plaisirs plus tranquilles en studio. C'est l'intensité, la différence. C'est beaucoup de plaisir, mais l'intensité est différente. Puis ton ego est servi aussi en show. T'es le meilleur dans cette soirée-là, t'es le plus, tu n'importe quoi, tu dis les niaiseries qui peut te sortir de la tête. C'est con, on rigole beaucoup. Moi, en show, est-ce que je préfère la partie où je rigole plutôt que de chanter? C'est quasiment égal. Ah ouais? Ouais. T'aimerais-tu ça faire un show d'humour? Ben j'en fais déjà, mais je chante entre les... Ouais, c'est ça. Mais je pense que si je faisais un show d'humour, les gens me demanderaient des chansons, puis là, ça viendrait tout... Ça viendrait chier. Ouais, c'est ça. Ça viendrait tout chier, ça. Ça, je déplore! Femme ta gueule, si je chante! Shout! Fais des jokes! Exact. Exactement. OK. Ouais. Peut-être dans une autre vie. Je sais pas. Mais j'ai bien du fun. Hey, Daniel Bélanger, gros merci. Merci d'être à toi. venu sur le podcast. C'était vraiment cool. Ben, tu vois? Il y avait mes commanditaires qui t'offraient un petit cadeau. C'est pas vrai! Ben oui! Quelle belle surprise gratuite! C'est ça, puis c'est un sac de café du WhatsApp Podcast. Fait que, merci beaucoup. Bref, un gros merci d'être venu sur le podcast. Merci bien. Y a-tu de quoi qui s'en vient que t'aimerais plugger? Pas en tout, moi, à part moi. Ouais. Ben, c'est ça. Puis il y a tes shows aussi le 5, 6, oui, 7 5, 6, septembre. 7 septembre. Venez, on va rigoler. Puis c'est billet au danielbélanger.com. Oui, danielbélanger.com. Ou Puis MTELUS. Ouais, moi, je suis CA, je pense. Ouais. En tout cas, le monde va googler. Là, moi, je pense que les gens qui veulent me trouver vont me trouver. Ouais, ils vont réussir. Ouais. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Ça a été super plaisir. Puis un gros merci à procafetière.ca puis les cafetières Bellucci. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Woot woot. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.